On a tous déjà vécu une sensation étrange lors d'une discussion sur le don d'organes. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la mort d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur. C'est une discussion qu'on repousse, qu'on évite. En même temps, c'est un choix personnel, mais qui se partage. Le don d'organes redonne la vie. Saviez-vous qu'un don de ces organes peut sauver jusqu'à 7 vies ? Le problème, c'est qu'en France, le refus de donner ces organes augmente. Pourquoi ce podcast ? Pour vous raconter la nouvelle vie de Marc, Léa, Mahamadou, Sana, Pierre et Marie-Claude. Ils ont tous été transplantés du foie. Sans ces dons, ils n'auraient pas été là pour nous raconter leur histoire. Écoutez Transplanté, une série de 6 témoignages de patients greffés du foie au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse, un établissement de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Durant ces épisodes, Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe, le docteur Léa Duhaut, hépatologue, et le docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique, vous accompagneront pour vous partager leur expertise. Grâce à ces témoignages, nous espérons que vos prochaines discussions sur le don d'organes parleront aussi de la vie. On y va, allez, on y va. Je m'appelle Ghislaine Billard, j'ai été infirmière coordinatrice de greffe au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse. J'ai suivi de nombreux patients avant la greffe, lors de l'appel de greffe et en post-greffe. Je vais vous accompagner tout au long de ce podcast pour présenter les différents témoignages, les replacer dans leur contexte et partager mon expérience d'infirmière coordinatrice. Épisode 4. Léa. Léa, infirmière, a été transplantée au début de sa vingtaine, à 23 ans. Elle a été inscrite en super urgence pour une insuffisance hépatique grave. C'est une urgence vitale, une super U comme on dit. Nous n'avions pas le choix. Dans le cas de Léa, elle n'a pas eu le temps de se préparer à la transplantation. Elle s'est réveillée, transplantée. Docteur Léa Duhaut, hépatologue. Léa a effectivement été transplantée, ce qu'on appelle en super urgence pour une hépatite fulminante. Une hépatite fulminante, c'est une hépatite aiguë très sévère qui associe un foie qui ne fonctionne pas bien du tout, avec en plus l'apparition de troubles neurologiques, puisque le foie ne fonctionnant plus correctement, il est plus capable d'épurer ce qu'on appelle les toxines, et ça va entraîner un retentissement au niveau du cerveau, avec au maximum ce qu'on appelle un coma et un œdème cérébral. La particularité de l'hépatite fulminante, c'est que c'est une situation tellement sévère, tellement urgente, que le patient n'est pas inscrit sur liste d'attente classique, entre guillemets. Le patient est inscrit en super urgence, c'est-à-dire qu'il devient la priorité au niveau national, et tous les greffons hépatiques qui sont compatibles avec lui sont proposés avant d'être proposés aux patients qui peut-être attendraient leur greffe depuis des semaines ou des mois sur la liste d'attente nationale. Il y a beaucoup de causes possibles d'hépatite fulminante. Celle qu'on voit le plus souvent, c'est les causes médicamenteuses, avec par exemple le paracétamol pris en quantité excessive, certains virus comme l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, d'autres causes médicamenteuses, ou sinon ce qu'on appelle les hépatites auto-immunes, qui parfois se révèlent par une forme très explosive comme une hépatite fulminante. Pour ma part, j'ai pas été justement dans cette période d'attente, j'étais pas sur liste d'attente techniquement puisque j'ai été transplantée en urgence. Donc j'ai pas du tout eu cette expérience par rapport à d'autres patients par rapport à ça. Donc moi ça a été plutôt on va dire d'un point de vue urgence vitale, c'est-à-dire que je suis passée en urgence nationale. Donc j'ai été vraiment voilà, les heures étaient comptées pour ma part. À ce niveau-là, j'ai pas eu ce processus d'attente. Ça a été assez rapide. Je suis rapidement tombée dans le coma et je me suis réveillée, j'étais transplantée. Déjà, quand je me réveille en réanimation, je vois autour de moi que je suis pas dans ma chambre habituelle. Donc à ce moment-là, les infirmières m'expliquent que je suis en réanimation et donc le médecin arrive. À ce moment-là, on m'annonce que j'ai été transplantée du foie. Et en fait, je ressens un peu les douleurs, notamment au niveau du ventre. Et en fait, on m'explique que j'ai une grande cicatrice, donc je peux pas non plus beaucoup bouger. Et même, j'ai un infirmier en réanimation qui m'a demandé si je voulais voir ma cicatrice, comme je pouvais pas forcément regarder au niveau du visuel. Il a pris mon téléphone, il a pris en photo ma cicatrice et il me l'a montré. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'étais transplantée. J'ai pleuré, c'est vrai que ça a été très compliqué, ça a été un choc. Et en plus,
double choc parce qu'en réanimation, on peut pas avoir forcément sa famille à côté de nous, au pied du lit. C'est vraiment à travers une vitre qu'on les voit. Et donc c'est à ce moment-là aussi que eux, il y a eu double réalisation à la fois pour moi et à la fois pour ma famille. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué sur le moment. Donc, j'ai dû aussi prendre sur moi parce que je voulais pas non plus trop inquiéter ma famille. Puis après, petit à petit, ça s'est fait avec l'aide aussi de l'équipe soignante. Ça m'a permis aussi d'avoir un petit accompagnement à ce niveau-là. Si je dois être sincère, c'est quand même 1 an. C'est là, moi, mes 1 an, c'était le 14 octobre. Donc, c'est quand même assez récent. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment réalisé que j'étais plus dans cette étape de déni, mais d'acceptation. Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe. Dans le cas de Léa, tout a été très très vite. Donc elle n'a pas eu le temps d'être préparée et il a fallu la transplanter. Et au réveil, on se retrouve avec un pansement, des tuyaux un peu partout attachés et on vous annonce, tu as été greffé et tu vas avoir un traitement à vie. Alors, c'est pas du tout ce qui était prévu dans la vie de Léa. Léa, elle pensait pas du tout à tout ça. Elle vivait sa petite vie. Et là, il va falloir travailler sur l'avenir, sur comment je vais vivre avec cette greffe, comment mon avenir va se construire avec ça. Donc, c'est un moment difficile psychologiquement où elle va être encadrée, elle va avoir l'équipe, elle va avoir la psychologue, et puis la vie va prendre le dessus parce que de toute façon c'était ça ou la mort. Et elle est jeune et elle a toute la vie devant elle. Docteur Léa Duhaut, hépatologue. Finalement, l'objectif après une transplantation du foie, c'est d'avoir la vie la plus normale possible, donc de retourner au travail, de pouvoir voyager, de pouvoir se mettre en couple, de pouvoir faire des enfants si on le souhaite. Donc il est possible d'avoir une grossesse après une transplantation du foie. Ça implique que cette grossesse soit programmée à un moment où le greffon, le nouveau foie va bien, et surtout ça implique d'adapter le traitement anti-rejet, puisque dans les quelques mois au moins qui suivent la greffe, en fait, on a dans les traitements anti-rejet un traitement qui est tératogène, c'est-à-dire un traitement qui a risque de provoquer des malformations chez l'enfant si on tombe enceinte. Quelques mois après la greffe, ce traitement peut être remplacé par un médicament cousin qui lui est tout à fait compatible avec une grossesse. Donc oui, c'est quelque chose d'envisageable d'avoir un enfant. Et finalement, ce problème de médicament tératogène va aussi se poser pour les hommes, puisque ce médicament peut modifier les spermatozoïdes. Donc de la même manière, pour les hommes qui souhaitent avoir un enfant avec leur compagne, ce médicament doit être arrêté un certain délai avant de débuter une grossesse, et parfois remplacé donc par un médicament cousin compatible avec la grossesse. Pour l'entourage, c'est vrai que ça a été aussi compliqué, parce que j'ai un contexte un peu particulier, c'est que mes parents vivent à l'étranger, donc moi je suis seule en France. Après j'ai quand même mes frères avec moi, mais c'est quand même pas la même chose que les parents. Donc il y a aussi eu un vrai travail, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes parents, en général pour ma famille. Donc j'ai dû un peu à la fois prendre sur moi, mais en même temps comprendre la situation et en même temps accompagner mes proches, tout en même temps eux-mêmes m'accompagner. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, il fallait gérer pas mal de choses en même temps. Donc c'était ne pas les inquiéter, mais en même temps qu'ils comprennent que voilà, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle étape à franchir, c'est beaucoup de choses en fait, une nouvelle étape en fait chaque jour au niveau de la convalescence. Donc voilà, il fallait aussi faire un gros travail à ce niveau-là. Alors l'hospitalisation, je dirais entre 2 semaines, 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines à peu près d'hospitalisation. Et donc le retour à domicile, j'étais tellement contente de rentrer chez moi, mais en même temps j'avais très peur. J'avais peur en fait de la nouvelle vie parce que je sentais que physiquement parlant j'étais pas bien, j'avais vraiment besoin d'aide, je sentais que c'était compliqué, et puis c'était aussi très compliqué puisque à ce moment-là donc j'avais 23 ans, dépendre de ses parents physiquement, c'est compliqué, pour aller même par exemple aux toilettes, prendre sa douche, c'était compliqué. Je voulais pas non plus demander d'une aide extérieure, une aide soignante ou une infirmière, parce qu'aussi psychologiquement c'était pas facile à accepter.
Donc, oui, j'ai quand même demandé de l'aide à mes parents. Bon, après, ça n'a pas été non plus on va dire, une grosse épreuve pour eux. C'était logique. Donc, j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, vraiment un accompagnement de la part de mes proches. Alors, j'avais pas mal d'appréhension parce que, ça paraît bête, mais je pouvais pas me faire à manger toute seule. En fait, je fatiguais très rapidement. Même pour me lever de mon lit, il fallait tout le temps que j'ai de l'aide, donc il fallait tout le temps que j'appelle mes parents. Donc, je sentais que j'avais bien, j'étais diminuée. C'était très compliqué. Vraiment, c'était toujours psychologiquement parlant, c'était très compliqué. Physiquement parlant aussi, il y avait les douleurs, notamment à cause de la cicatrice. Fallait faire attention à beaucoup de choses. Après, il y a eu des bonnes surprises parce que c'est vrai que les médecins, et même notamment mon infirmier coordinateur, on m'a tout le temps rassurée par rapport à ça en disant que notamment avec mon âge, et même pas forcément mon âge, mais la motivation, j'arrivais vraiment à franchir des étapes petit à petit et que c'était quand même assez rapide par rapport à d'autres personnes, donc c'était plutôt rassurant. Mais en même temps, je m'écoutais pas forcément, donc j'allais trop vite, et à ce moment-là, j'étais obligée de reculer, parce que justement, je m'écoutais pas. J'écoutais pas mon corps, et quand mon corps me disait que je pouvais plus avancer, là, c'était compliqué à gérer aussi moralement. Alors, on va quand même dire, on va dire 3-4 mois, où j'étais vraiment... on va dire à l'aise, notamment pour on va dire des trucs basiques, notamment faire le ménage, me faire à manger. J'ai mis un peu de temps. Après tout ce qui va être sport, j'ai mis beaucoup plus de temps quand même. Mais pour les petites habitudes de vie, ça a été un petit peu, oui, c'était assez court, on va dire 3-4 mois. Mais c'était compliqué aussi d'accepter que je pouvais pas faire les mêmes choses qu'avant. En tout cas, sur l'instant T, c'était compliqué. Ouais, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être... plus, comme je suis infirmière, ça a été... je me suis dit, bon, ok, je comprends ce qui se passe, il y a quand même certains médicaments qui seront à vie, d'autres qui seront provisoires, mais d'autres à vie, donc c'est vrai que au début, j'ai eu un petit peu du mal à l'accepter, puis en fait, ça a peut-être duré 15 jours où j'étais vraiment un peu... angoissée face à ça, et puis finalement c'est vite passé, notamment avec l'éducation thérapeutique à l'hôpital de jour. Ça m'a quand même pas mal aidée à me rassurer, parce que voilà, c'était... en fait, ce que je me répétais à chaque fois, c'est juste, c'est pour ma vie en fait. C'est pour survivre, c'est ce qu'il faut en fait. Le pilulier, après voilà, en étant infirmière, je le prépare facilement, donc là-dessus il n'y a pas de difficulté. Donc mon pilulier, et puis mettre des alarmes le matin et le soir pour les prises de médicaments, comme ça il n'y a pas d'oubli. J'ai trop peur justement de les oublier, donc je fais très attention à ça. Après, c'est déjà arrivé que je sois un peu en décalage pour des raisons de je me suis un peu plus levée tard, ou si je travaille, ma pause je l'ai faite un peu plus tard ou un peu plus tôt. Si c'est juste du décalage, pour moi c'est pas non plus dramatique. Si c'est pas non plus 9 heures de décalage, tout va bien. Mais non, j'ai jamais oublié les médicaments. En fait, c'est devenu une habitude, donc en soi, non. Au début, oui, au tout début, notamment quand j'étais à l'hôpital, quand on venait me donner mes 20 médicaments à prendre, là oui, c'était compliqué, mais en fait maintenant c'est devenu vraiment une habitude. Limite, si je prends pas mes médicaments, je dis il y a un problème, donc voilà. Et puis voilà, faut pas mettre trop de sel, faut pas prendre trop de sucre. Donc c'est vrai qu'au début c'est un petit peu compliqué. Après, quand il n'y a plus la prise de corticoïdes, on peut plus vraiment élargir, on va dire, l'alimentation. Après, moi de base je fais attention, notamment parce que je suis sportive, donc on va dire que de base j'ai une alimentation plutôt saine. Mais après, j'hésite pas à me faire plaisir quand il le faut. Mais la première sortie au restaurant, elle était un petit peu compliquée. Parce que en amont, j'avais regardé le menu du restaurant pour être sûre de pas manger ou boire quelque chose qu'il fallait pas, notamment le fameux jus de pamplemousse, faut faire attention. Et puis au début, comme on peut pas prendre de viande crue, poisson cru, viande saignante, il y a des choses à faire attention. Donc à ce niveau-là, oui, je regardais quand même, et encore maintenant, j'avoue que je regarde encore avant d'aller au restaurant, je choisis le restaurant en fonction du menu qui est. C'était quand même stressant. Après, à la fin, j'étais quand même plutôt contente parce que ça restait une étape.
Mais ça va, j'étais quand même plutôt rassurée. En plus, je l'ai fait, j'étais avec mes proches, donc c'était quand même un bon moment. Je pensais pas que j'allais retourner au restaurant. Moi, dans ma tête, je me disais ça va être vraiment compliqué au fur et à mesure d'aller au restaurant, puis finalement, ça a été. Donc à ce moment-là, c'est bien quand on va à l'hôpital de jour, parce qu'on nous réexplique bien la liste de ce qu'on peut ou pas manger, faire attention, privilégier tel aliment plutôt que tel aliment. Même par exemple, les boissons aussi, faire attention. Mais en fait, une fois qu'on n'a plus le traitement corticoïde, c'est ok en fait. On a un peu plus de possibilités pour manger quand même. Je faisais de la boxe, maintenant je ne peux plus faire de la boxe. Je faisais de la course à pied, que je fais toujours, et je fais la musculation en salle, que je fais toujours aussi. Oui, au début ça a été compliqué, après maintenant c'est bon, j'ai accepté l'idée. Après, ce qui a été le plus difficile, c'est de ne pas pratiquer de sport pendant quand même un peu plus de 6 mois. On va dire que tout ce qui est musculation, c'est assez récent. Là, il y a quelques semaines, voire maximum 1 mois, et encore je peux pas non plus faire tout ce que je faisais avant. La course à pied, on va dire que ça fait à peu près... on va dire qu'au bout de 7-8 mois, j'ai repris. Mais en fait, au début, je pouvais pas reprendre parce que comme j'ai eu des complications, notamment avec le CMV, le cytomégalovirus. Docteur Léa Duhaut, hépatologue. Alors, le cytomégalovirus, c'est un virus qui appartient par exemple à la même famille que le virus qui va vous donner le bouton de l'herpès ou l'herpès génital. C'est un virus que la plupart des gens vont rencontrer au cours de leur vie, parce que notamment le réservoir de ce virus, c'est les enfants en bas âge, notamment lorsqu'ils ont le nez qui coule. La particularité du cytomégalovirus, c'est qu'il peut être particulièrement dangereux si vous êtes un patient immunodéprimé. Donc par exemple, si vous avez un traitement immunosuppresseur après la greffe. Si vous n'avez jamais rencontré le cytomégalovirus dans votre vie et que vous le rencontrez après la greffe, ça peut donner des symptômes qui peuvent être sérieux. Par contre, si vous avez déjà rencontré le cytomégalovirus avant la greffe, vous êtes quand même à risque de réactiver le virus qui va profiter de la baisse des défenses immunitaires pour se réveiller. Ça peut donner plusieurs symptômes, ça peut ne rien donner du tout, c'est juste qu'on trouve un peu par hasard le virus dans le sang, ça peut donner de la fièvre, et ça peut donner des atteintes plus sérieuses comme par exemple de la diarrhée, une atteinte au niveau des poumons, une atteinte au niveau des yeux, ou voire plus grave, une atteinte au niveau du cerveau. Le but dans les premiers mois qui suivent la greffe est de faire en sorte que ce virus ne se réveille pas ou que vous ne le contractiez pas, et dans ce cas-là, en fait, on donne des traitements par voie orale, des traitements préventifs. Au niveau respiratoire, c'était un petit peu compliqué, j'ai eu le Covid, donc voilà. Il y avait des choses où j'étais un peu limitée. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais oui, c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué de voir que je ne pouvais pas faire ce que je faisais avant. Maintenant, petit à petit, ça va mieux. Mais encore une fois, j'écoute mon corps, je fais attention. Et je me limite. Quand je vois que mon corps, il suit pas, j'arrête et je me dis que ça sera pour la prochaine fois. Et puis voilà. Et puis en fait, ça fait un bien fou de pouvoir extérioriser des choses qu'on ne peut pas extérioriser d'une autre manière. Donc c'est vrai que là-dessus, ça fait beaucoup de bien. Et puis, en fait, que ce soit physiquement ou mentalement, ça fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça fait un peu partie de ma thérapie, on va dire. Avant, j'allais souvent, par exemple, au théâtre, au ciné, j'allais à Disney, voilà, des petites choses comme ça. Donc, forcément, j'ai dû un peu me limiter, notamment le fait qu'on soit greffé, on a un système immunitaire qui est un peu moins solide, un peu moins costaud qu'avant, donc on doit quand même faire attention au contact avec les autres. Moi, je sortais aussi beaucoup avec mes amis, donc c'est vrai que pendant un certain temps, j'étais un peu comme dans une bulle, il fallait quand même que je fasse attention. Et puis notamment au risque de se faire bousculer, s'il y a beaucoup de monde à un endroit, donc les concerts, les choses comme ça, il vaut mieux éviter. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué parce que j'avais un peu coupé toute activité sociale. Après, là, c'est bon, j'ai quand même repris depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'au début, on appréhende beaucoup. Après, là, maintenant, c'est totalement ok. Bon, après, je vais pas non plus, aller en boîte de nuit et boire comme une dingue. Maintenant, c'est bon. Mais non, ça fait du bien aussi de reprendre une activité sociale à ce niveau-là. Je fais juste attention quand même. Par exemple, pour être assez logique, je vais éviter de prendre le métro à des heures de pointe pour... c'est même pas forcément pour éviter d'attraper quelque chose, mais juste éviter d'être bousculé, parce que voilà, ça peut aller très vite. Je suis infirmière, ça fait à peu près 3 ans que je suis diplômée. Alors,
j'étais de base, alors avant la transplantation, j'ai été infirmière, donc je faisais des vacations, puis après j'ai accepté un CDI, donc j'étais en EHPAD. Et malheureusement, j'ai dû quand même démissionner parce que physiquement parlant, c'était plus possible pour moi. Donc ça a été aussi un petit peu compliqué moralement de l'accepter, mais il fallait quand même pour le coup que j'arrête. Mais par contre, j'ai repris le système de vacation, d'intérim, et ça se passe très bien. Alors j'ai repris, on va dire, il y a à la rentrée quand même. Donc j'ai repris presque 1 an après, parce que pour le coup, je me sentais vraiment pas capable. En fait, j'avais essayé à quelques reprises de reprendre, et je sentais que ça suivait pas. Je rentrais le soir, j'étais vraiment pas bien, et après les autres jours, j'étais limite clouée au lit tellement j'étais fatiguée, épuisée, je sentais que j'étais pas bien. Donc ça a été compliqué. Puis finalement, là récemment, j'ai eu comme un regain d'énergie à la rentrée, ça s'est très très bien passé. Je pense aussi que le fait que j'ai voyagé, ça a dû peut-être aider. Et non, ça se passe très bien. Donc je fais attention, je travaille pas non plus tous les jours parce que je fais du 12 heures en étant en vacation. Donc on va dire qu'en ce moment, je suis sur une base de 2 voire 3 vacations par semaine maximum. Voilà, je fais pas plus parce qu'avant je faisais limite 5-6 jours, donc maintenant je fais plus ça. Je sens sinon que ça suit pas de toute manière. Et je fais aussi en fonction de l'endroit, je choisis mes vacations, je choisis aussi que ça soit pas non plus trop loin de chez moi. Le système de vacations c'est plutôt bien pour moi parce que je choisis, je fais mon planning, je choisis quand est-ce que je veux travailler, et comme je suis amenée à avoir encore des rendez-vous à l'hôpital, des prises de sang, journée complète où je dois faire échographie, scanner, IRM, la totale, c'est quand même bien que je puisse gérer mon planning. On imagine au dernier moment, je suis obligée de venir à l'hôpital pour X ou Y raison. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal pour moi d'organiser mon planning à ce niveau-là. Et au lieu de me mettre tout le temps en arrêt maladie, c'est plus simple pour moi. J'ai tenté cet été d'aller, donc j'étais en Europe, ça va. J'ai pris l'avion pour la première fois. Je suis allée en Espagne. C'était vraiment beaucoup d'appréhension, mais aussi une très grande surprise de voir que tout s'est très bien passé. Je suis partie en fait avec beaucoup d'angoisse parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais après, le choix était que j'ai pris un voyage où le temps d'avion était assez court, donc ça a été aussi une stratégie là-dessus. En fait, ça s'est très très bien passé, j'avais tout préparé en amont, que ce soit mes médicaments, mon ordonnance, j'avais tout prévu à ce niveau-là. J'avais aussi fait en fonction de ne pas être très loin d'un hôpital, au cas où, on sait jamais. Et puis voilà, donc j'étais très contente. Après, par la suite, j'ai fait là c'est pas vraiment un voyage, je suis restée en France, mais j'ai fait un petit road trip en France. Donc c'était très sympa aussi, je m'étais bien organisée, et puis là j'ai d'autres projets de voyage. J'en parle ou pas? Ouais. Là donc en fin d'année, fin novembre, je pars à Madagascar pendant 1 mois, que je vais rejoindre mes parents quand même. Donc ça va être voyage en famille, mais voyage humanitaire aussi. Donc tout est programmé depuis plusieurs mois au niveau vaccination, tout est nickel à ce niveau-là. Et là, je vais avoir aussi une consultation un peu juste avant le voyage, notamment pour le traitement contre le paludisme, toutes les choses à faire à ce niveau-là. En fait, quand je suis partie en voyage donc en Espagne, en fait, à savoir que moi, sur les réseaux sociaux, je fais un peu... Alors, je suis pas du tout influenceuse, loin de là, mais je fais un peu de la sensibilisation par rapport aux dons d'organes. Donc, j'hésite pas, pour moi, c'est pas un sujet tabou, ça m'est arrivé, autant en parler, sensibiliser les gens sur ça. Et donc, en gros, j'évoque un peu ma situation, j'explique, même quand je vais à l'hôpital, j'explique que, voilà, ce qui s'est passé... si les résultats sont bons ou pas bons, voilà. Et donc quand je suis allée en Espagne, j'ai croisé par hasard
une personne qui me suivait sur les réseaux sociaux, ce qui était très drôle parce que j'ai 300 personnes qui me suivent, ce qui est très peu, donc voilà. Et donc en fait, j'avais l'impression limite d'être connue, c'était assez gênant, je vais dire ça comme ça. Et elle était super contente, elle était en admiration, elle m'a posé plein de questions parce qu'elle s'intéressait et en même temps, pour elle, c'était quand même un sujet assez vaste et donc en fait, on a beaucoup parlé. Donc je lui ai un peu raconté le don d'organes, elle était assez surprise qu'on puisse faire un don aussi de son vivant. Donc voilà, c'était assez gênant, assez drôle, c'était mignon aussi, donc voilà. Je remercie forcément mon donneur et je remercie surtout la famille de mon donneur qui a respecté le choix du donneur. Parce que malheureusement, il y a même si on est donneur de base, il y a quand même au dernier moment malheureusement des familles qui ne veulent pas forcément respecter le choix de la personne. Donc pour le coup, la famille de mon donneur a respecté le choix. Donc ça là-dessus, je les remercie beaucoup. En France, une personne en mort cérébrale est considérée comme une personne présumée donneuse potentielle, sauf si elle s'est fait inscrire sur la liste nationale des refus. Pour la famille, c'est un drame, c'est faire un choix à un moment où on a vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler en amont. Et c'est pas parce qu'on va en parler avant que ça va forcément nous arriver. Donc, et au moins, si ça devait arriver, la famille a entendu la volonté de son défunt. Et donc, c'est beaucoup plus facile au moment où ça arrive, au moment où il y a toute cette angoisse, cette peine, de donner une réponse. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment en parler. Qu'on l'on soit jeune, qu'on l'on soit vieux, ça n'a aucune importance. Il faut que votre famille entende. Transplanté, c'est un podcast proposé par le centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à PHP. C'est une idée originale de Thomas Bréard, infirmier de coordination, et Aurélien Stocco, chargé de communication de l'hôpital. Nous remercions particulièrement les patients pour leurs témoignages si précieux, Dr Léa Duhaut, Dr Daniel Pietraz ainsi que Ghislaine Billard du centre hépatobiliaire pour leur participation. Nous remercions aussi le professeur Audrey Coily et le professeur Daniel Cherki pour nous avoir permis d'enregistrer ce podcast au sein de leur service. Nous remercions aussi Alexandra Cocard, infirmière en hôpital de jour du centre hépatobiliaire, avec qui les entretiens ont été enregistrés. Prise de son, musique, montage et mixage, Aurélien Stocco.